ravie de vous retrouver pour une troisième séquence d'apprentissage qui sera présentée par Emira Moksheh, professeure de SVT au lycée Mazah 9, et ce sous l'assistance pédagogique de Madame Sonsjbara, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. Le contenu de la présente vidéo s'adresse aux apprenants du baccalauréat faisant partie de la section sciences expérimentales et je tiens à vous informer que toutes les connaissances auxquelles vous serez initiés durant cette séance s'inscrivent dans le cadre du dernier thème de votre programme officiel et dont l'intitulé sera révélé ultérieurement. Et on commence. Bien que nous soyons exposés à d'innombrables micro-organismes dont certains sont à pouvoir pathogènes, appelés encore agents infectieux, capables de causer des maladies infectieuses, cependant la fréquence de survenue de ces dernières demeure faible. Comment expliquer ce paradoxe? Mais avant d'apporter des éclaircissements à cette question, je vous propose quelques exemples de maladies infectieuses. En effet, la pandémie actuelle est causée par un agent infectieux de nature virale, on parle du Covid-19. Pour ce qui est de la pneumonie en tant qu'affection est causée par une bactérie et la mycose en tant que maladie infectieuse incrimine un agent infectieux de nature fongique. Revenons maintenant à la question qui a été soulevée tout à l'heure en rapport avec l'explication de la faible fréquence de maladies infectieuses malgré que nous soyons exposés à d'innombrables agents infectieux. En effet, notre organisme est doté, l'intégrité de notre organisme en fait, est assurée par des moyens de défense correspondant à une multitude d'organes dont les appellations et rôles seront révélés ultérieurement. Mais sachez que ces organes sont regroupés sous l'appellation commune qu'est le système immunitaire, constituant le support anatomique de la réalisation d'une fonction biologique vitale qu'est l'immunité. Et en fait, c'est ce qui correspond à l'intitulé du dernier thème de votre programme officiel. Dans un contexte où l'on a une hémorragie grave, le volume sanguin va connaître une baisse et c'est ce qui constitue une perturbation de l'homéostasie. Cette perturbation, en fait, se doit d'être corrigée. Et en fait, se doit d'être corrigée, mais comment? En effet, il existe une modalité ou bien une technique médicale qui consiste à transfuser le sang. Et en fait, c'est cette modalité qui va rectifier le problème. Sachez que la transfusion sanguine mobilise deux acteurs, un donneur qui va participer par le sang manquant au receveur. La transfusion sanguine a deux devenirs possibles. Le premier, lorsque le receveur tolère le sang du donneur, et en fait on parle d'une compatibilité qui va se manifester par une normalité du flux sanguin. On parle d'une acceptation ou d'une compatibilité. Mais pour ce qui est du deuxième devenir, le sang du receveur réagit mal à celui du donneur et c'est ce qui va se manifester au niveau des artères par la formation de cailloux. Et en effet, ces cailloux sont illustrateurs d'une réaction dite d'agglutination. On parle ici d'un refus ou d'une incompatibilité. Ces deux situations font émerger la question suivante. Quels sont les acteurs du tissu sanguin contrôlant tantôt compatibilité, tantôt incompatibilité? Passons maintenant à une deuxième situation qui est la suivante. En effet, lors d'une lésion cutanée grave, le recours à la greffe s'avère indispensable. Et en effet, cette modalité nécessite deux acteurs, un receveur de la greffe, dit encore sujet greffé, et un donneur participant
par le greffon. En fait, le greffon, c'est le tissu manquant au receveur. Deux devenirs possibles s'offrent à la greffe, comme ça a été le cas tout à l'heure avec la transfusion sanguine. Soit le greffon va établir un lien vasculaire avec le receveur, on parle d'une vascularisation, et en fait cette dernière va mener à l'aspect ayant lieu avant la survenue de la lésion. Et l'évolution de la greffe dans ce cas va se manifester par des tissus du receveur qui vont se confondre avec ceux du donneur. Qu'en est-il du deuxième devenir? En effet, on assiste à une nécrose qui n'est autre qu'une mort tissulaire attestant d'un rejet de la greffe. Nous sommes ici en présence d'un receveur capable de reconnaître, dans certaines situations, le greffon, et s'il s'avère compatible, il va le tolérer tout en le considérant comme étant ses propres constituants. On parle ici du soi. Mais une deuxième situation s'offre qu'est le refus de la part du receveur de tout ce qui lui est étranger. On parle ici d'un non-soi. Soi et non-soi constituent l'appellation du premier chapitre du thème auquel on s'intéresse. Les deux situations étudiées nous amènent à se poser la question suivante. Quels sont les moyens dont dispose le système immunitaire afin de pouvoir distinguer le soi du non-soi, et ce, à l'échelle cellulaire? On va raisonner dans ce qui suit à partir des hématies, les globules rouges, et tissulaires, dans un contexte de greffe. Commençons par étudier ce qui se passe à l'échelle cellulaire au niveau des hématies. Un rappel s'impose. En effet, vous savez que les hématies possèdent 4 phénotypes. Le phénotype A, le phénotype B, le phénotype AB, le phénotype O. On parle ici de groupes sanguins faisant partie intégrante du système ABO. En l'absence de réaction d'agglutination, ça prouve qu'il y a une compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur. Et cette compatibilité est une preuve irréfutable qu'il y a eu ce qu'on appelle une reconnaissance de la part du receveur, une reconnaissance mobilisant impérativement des marqueurs, mais dont nous ignorons la nature. Et c'est ce qui nous amène vers l'étude des marqueurs des groupes sanguins. Pour ce faire, nous allons exploiter exclusivement des documents de votre manuel scolaire. Pour ce qui est du volet relatif aux marqueurs des groupes sanguins, en effet, il se scinde en deux. Le premier paragraphe s'intéressera aux marqueurs du système ABO et en fait, à l'issue de cette étude, émergera un deuxième marqueur dont l'identité sera révélée ultérieurement. Si l'on se réfère au manuel scolaire à la page 269 tout en s'intéressant au document 1, dont l'intitulé est « Résultat du mélange de 2 gouttes de sang issues de 2 individus différents ». En fait, à l'issue du mélange, 2 possibilités s'offrent. Soit nous constatons l'absence de toute forme d'agglutination, et c'est ce qui atteste d'une compatibilité, soit l'agglutination. Et dans ce qui suit, on va se focaliser sur l'agglutination pour appréhender ou pour mettre en évidence les marqueurs du système ABO dans un contexte où l'on s'intéresse aux hématies. Donc l'agglutination est une preuve qu'il y a une incompatibilité qui s'explique à une échelle microscopique. Et en fait, la réponse figure au niveau du document 2 de la même page et dont l'intitulé est le suivant. Observation microscopique d'un agglutinat. En effet, le document 2 nous présente un aspect réel de cet agglutinat qui s'explique comme suit. En effet, il s'agit d'une agglomération des hématies qui se trouvent accolées par leur membrane. Hématies agglutinées faisant émerger un nouveau terme qu'est l'hémagglutination. En fait, l'hémagglutination, en tant que preuve d'incompatibilité, est en mesure d'affecter le système cardiovasculaire en entravant le flux sanguin, et c'est ce qui va s'avérer dans certaines situations
létale. D'après l'explication, le receveur est en mesure de repérer le non-soi issu du donneur, mais en fait ce repérage va se faire comment? La consigne ici, sur la base de l'observation, l'auteur nous demande de proposer une hypothèse permettant d'expliquer l'hémagglutination. L'hypothèse est la suivante. Le son du receveur pourrait être muni de facteurs lui permettant de repérer le non-soi et d'y réagir par une hémagglutination. Passons maintenant au document 3, visant à identifier les facteurs derrière cette hémagglutination. Pour pouvoir appréhender ou pour pouvoir comprendre l'expérience, je vous conseille de vous référer à la légende qui figure à gauche. Commençons par mélanger deux gouttes issues de deux individus différents, le sujet S1 et le sujet S2. À l'issue de ce mélange, on obtient, d'après si l'on se réfère à la légende, on obtient une absence d'agglutination. Donc, à l'issue de la description, voyons de plus près la consigne. En effet, l'auteur nous demande d'analyser les résultats de cette expérience. Par la suite, il nous demande de conclure. Ce que l'on peut dégager de cette expérience, c'est que l'absence de l'agglutination est une preuve que les hématies n'ont pas connu d'agglutination comme ça a été le cas tout à l'heure, et c'est une preuve que les sangs des deux sujets S1 et S2 sont compatibles. Passons maintenant à la deuxième expérience tout en référant à la légende. Donc, on va adopter la même approche que tout à l'heure, cependant on va changer la goutte du sujet S2 par le sujet S3. Qu'en est-il du résultat? En effet, et si l'on se réfère à la légende, nous constatons l'obtention ou bien la présence d'une agglutination. Qui dit agglutination dit forcément une incompatibilité. Une incompatibilité qui se manifeste par une agglomération des hématies. Donc, ce que l'on dégage de cette expérience, c'est que les deux sangs sont incompatibles. L'obtention d'agglutination prouve que les sangs des deux sujets sont incompatibles. Passons maintenant à un deuxième volet du document. En effet, on va remplacer le sang du sujet S1 par son sérum. Et son sérum, le sérum de ce dernier sera mélangé séparément aux globules rouges des sujets S1, S2 et S3. Commençons par la première expérience. En mélangeant le sérum d'un sujet S1 avec ses globules rouges, nous obtenons une absence d'agglutination. Ce que l'on peut dégager de cette expérience, c'est que lorsque les éléments sériques, mais de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le terme sérique? En effet, le sérum ou bien plasma, on ne va pas s'attarder en fait sur l'explication, c'est dû à une différence de leur composition, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments sériques, on les retrouve au sein du sérum, constituant la phase supérieure suite à une centrifugation du sang. Donc on va raisonner sur la phase supérieure. Donc, lorsque ces éléments sériques sont au contact avec les globules rouges de la même personne, on assiste à une compatibilité. Donc, et ce que l'on peut dégager aussi, c'est que le système immunitaire, dans ce cas-là, est en mesure de connaître et de tolérer le soi. Qu'en est-il de la deuxième expérience? Tout en adoptant la même démarche, mais pour ce qui est des globules rouges, ça diffère quelque peu. Nous sommes ici en présence des globules rouges du sujet S2 et on assiste à une absence d'agglutination. Donc le raisonnement va être similaire à celui que tout à l'heure et le contenu scientifique est le suivant. Ayant des sangs compatibles, les éléments sériques du sujet S1 ont reconnu et toléré les globules rouges de S2 en les considérant comme étant soi. Qu'en est-il de la troisième expérience? Le sérum du sujet S1 est toujours là. On va ajouter les globules rouges du sujet S3. Fait intéressant, nous obtenons une agglutination. Comme ça a été évoqué à maintes reprises, qui dit agglutination dit une incompatibilité. Ayant des sangs incompatibles, déjà une donnée qui a été mentionnée tout à l'heure, les éléments sériques du sujet S1
ont reconnu ou bien été en mesure de reconnaître les globules rouges de S3 comme étant un non-soi, et cette réaction est derrière l'explication de l'agglutination. Si l'on zoome de plus près sur le sérum du sujet S1, on s'aperçoit qu'il est formé d'une multitude d'éléments de nature protidique baptisés immunoglobulines. Et dans ce qui suit, on va adopter la même démarche que tout à l'heure. Cependant, on va remplacer le sérum du sujet S1 par ces immunoglobulines. Fait intéressant, on va obtenir le même résultat. Pour ce qui est de l'analyse, il suffit de remplacer le terme sérique par les immunoglobulines. En effet, le sérum du sujet S1, par le biais de ces immunoglobulines, était à l'origine de l'agglutination. L'auteur nous demande de vérifier si l'hypothèse émise précédemment se trouve confirmée. Rappelons tout d'abord l'hypothèse. En effet, le receveur pourrait être en mesure de repérer le non-soi en réagissant par une réaction d'agglutination. Et quels en sont les marqueurs derrière cette réaction? En effet, d'après l'analyse des résultats, il est possible de confirmer que le receveur est doté d'éléments sériques dits immunoglobulines capables de reconnaître les globules rouges du donneur. Et si l'on s'intéresse de plus près à l'agglutination, nous constatons qu'au niveau de l'agglutinat, ce sont les éléments sériques du receveur qui vont agglutiner les globules rouges du sujet S1. Et en fait, cette observation fait émerger une autre question, celle en rapport avec les facteurs globulaires derrière cette agglutination. Passons maintenant à la diapositive suivante. Référez-vous lors de l'explication à la légende qui figure à droite. En effet, lors de la transfusion sanguine ayant lieu entre un receveur S1 et un donneur S3, normalement on doit s'attendre à ce qu'il y ait une agglutination, mais on va l'expliquer. En fait, les globules rouges du sujet S3 vont être agglutinés par les facteurs sériques du sujet S1. Mais j'imagine que vous vous posez la question par rapport au rôle des facteurs sériques du donneur. En effet, ces derniers, lorsqu'ils entrent au contact avec le sang du receveur, ils seront dilués dans un volume de sang considérable. Et c'est ce qui explique en fait que leur effet est négligeable. La manifestation de l'agglutination, vous avez d'une part des facteurs sériques du receveur et vous avez les globules rouges du donneur qui ont fait l'objet d'une agglutination. Et c'est ce qui fait émerger la question suivante. Quel marqueur des globules rouges du donneur S3 est reconnu par les immunoglobulines du receveur S1? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, je vous invite à consulter le document 4 de votre manuel scolaire à la page 270 et dont l'intitulé est le suivant. Nature des marqueurs des groupes sanguins et étudiant de plus près la surface des hématies dans le but de rechercher d'éventuels marqueurs derrière cette agglutination. En effet, la membrane des hématies renferme ce qu'on appelle des agglutinogènes, dont l'identité nous est méconnue. Et si l'on zoome sur ces agglutinogènes, nous nous apercevons que ce sont des molécules en fait ancrées dans l'épaisseur de la membrane de l'hématie, formées d'une composante protéique et d'une composante oligosaccharidique. Et c'est ce qui permet de leur attribuer en fait le qualificatif de glycoprotéines. On va s'intéresser aux agglutinogènes caractéristiques des groupes sanguins. Pour ce qui est du groupe sanguin A, il est doté de l'agglutinogène A. Pour ce qui est des individus ayant pour groupe sanguin B, ils ont pour agglutinogène le B. Pour les sujets de groupe sanguin AB, ils possèdent les deux, alors que les sujets de groupe sanguin O se trouvent dépourvus de tout agglutinogène.
Passons maintenant à l'activité de la page 270, mais avant de s'intéresser à la consigne, décrivons rapidement le tableau. En effet, nous sommes ici en présence des 4 groupes sanguins évoqués précédemment, mais on s'intéresse tantôt à des facteurs globulaires, on parle ici des agglutinogènes, mais aussi à des facteurs sériques et on parle ici d'agglutinine. Vous savez que les phénotypes des hématies sont dus en fait à la présence des agglutinogènes. Vous avez ici l'agglutinogène A, caractéristique du groupe A, l'agglutinogène B du groupe B. Cependant, certains éléments du tableau se trouvent incomplets. Passons maintenant à la consigne. En exploitant ces informations, complétez le tableau en schématisant les agglutinogènes. Et pour ce faire, on se doit de respecter les figurés proposés. En effet, l'agglutinogène A est présenté par l'ovale bleu et dans ce cas, le sujet de groupe sanguin AB, il lui manque l'agglutinogène A que l'on schématise ici. Il lui manque aussi l'agglutinogène B que l'on schématise ici. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, tout sujet ayant pour groupe sanguin O ne possède pas d'agglutinogène. Passons maintenant à la deuxième composante de la question qui nous demande de nommer les agglutinines pour chaque groupe. Pour ce faire, on va se focaliser sur la configuration des agglutinines comparée aux agglutinogènes. Donc, qui dit agglutinine, je vous rappelle, dit plasma. Et le sujet ayant pour groupe sanguin A possède l'agglutinine ayant cette conformation. Fait intéressant, si l'on passe en revue les agglutinogènes, on s'aperçoit que cette agglutinine a une forme complémentaire à celle de l'agglutinogène B. Sur ce, elle est dite agglutinogène anti-AB. Et on va adopter la même démarche pour l'autre agglutinine. En effet, les sujets de groupe sanguin B ont une agglutinine dont la conformation est complémentaire à l'agglutinogène A, raison pour laquelle elle est dite agglutinine anti-A. Chez les sujets de groupe sanguin AB, aucune agglutinine notable. Et avec les sujets de groupe sanguin O, on retrouve les deux types d'agglutinine, l'agglutinine anti-B et l'agglutinine anti-A. Ainsi, nous sommes initiés au type d'agglutinogène et au type d'agglutinine, ainsi que leur répartition pour chaque groupe sanguin. Passons maintenant au tableau. Pour pouvoir appréhender l'explication, je vous demande de vous référer à la légende, où vous avez ici des figurés censés vous aider à comprendre l'explication. Donc, prenons l'exemple d'agglutination. Une agglutination qui a eu lieu entre un receveur de groupe sanguin O et un donneur de groupe sanguin A. N'oubliez pas que le receveur participe à la transfusion par ses agglutinines et que le donneur participe par le facteur globulaire. Et en fait, l'agglutination, dans ce cas-là, s'explique par une agglutination médiée par l'agglutinine anti-A venant s'associer avec l'agglutinogène A. Ce même propos s'applique aux figures restantes d'agglutination. Tant que l'on a dans le sang l'agglutinine et l'agglutinogène correspondants, on va assister forcément à une agglutination. Et ce, comme le montre le tableau. Ce qu'il faut dégager de cette explication, c'est que dans le même sang, un agglutinogène ne peut en aucun cas coexister avec l'agglutinine correspondante. Et ce propos est illustré par la diapositive. Donc, vous avez ici un sujet de groupe sanguin A. Forcément, au niveau de son sérum, il ne doit pas y avoir présence d'agglutinine anti-A. Ce même propos s'applique au groupe sanguin B et au groupe sanguin AB. Passons maintenant à la deuxième question de la présente activité. Que nous demande l'auteur? En effet, il nous demande de représenter le résultat
du mélange des hématies AB et le plasma O. Et vous avez ici les réponses illustrées tout à l'heure, mais on s'est contenté uniquement de mentionner les groupes sanguins impliqués dans la réaction. En effet, le plasma du receveur va mobiliser ces agglutinines qui sont au nombre de 2, l'agglutinine anti-B et anti-A. Les hématies vont mobiliser leur agglutinogène et en fait, c'est le rôle du donneur. Dans les hématies sont de groupes sanguins AB. En mélangeant sérum et hématie, le résultat est le suivant. En effet, les agglutinines du receveur de groupe sanguin O sont en mesure d'agglutiner les facteurs globulaires qui ne sont autres que les agglutinogènes du donneur. Il s'ensuit une agglutination qui est une preuve que la transfusion dans ce cas ne peut pas avoir lieu. Pour ce qui est de la troisième question, l'auteur nous demande de préciser les transfusions possibles entre les différents groupes sanguins. Qui dit transfusion possible dit absence d'agglutination, raison pour laquelle on va se focaliser uniquement sur les situations où l'on n'a pas d'agglutination. Lorsque la transfusion a lieu entre individus de même groupe sanguin, aucune agglutination notable, et ça s'applique à l'intégralité des groupes. Des individus de même groupe O, la transfusion peut avoir lieu. De même pour les sujets de groupe sanguin A. De même pour les sujets de groupe sanguin AB. Et pour finir, ce propos s'applique aussi aux individus de groupe sanguin AB. Fait intéressant, lorsque le donneur est toujours de groupe sanguin O, il est capable de transférer le sang au sujet A, étant donné l'absence d'agglutination, aux individus de groupe sanguin B, aux individus de groupe sanguin AB. Et étant donné cette faculté, tout sujet ayant un groupe sanguin O est qualifié de donneur universel. Passons maintenant à un donneur de groupe sanguin A. En effet, le sujet de groupe sanguin A peut transférer le sang à un sujet AB. Et si l'on considère un donneur de groupe sanguin B, il est en mesure de donner son sang à un sujet AB. Vous remarquez ici la convergence des flèches en direction du sujet de groupe sanguin AB, raison pour laquelle il est dit un receveur universel. Arrivons à la quatrième question. L'auteur nous demande de dégager la règle de transfusion sanguine. En effet, la règle en question découle du schéma que nous venons de réaliser. En effet, pour réaliser une transfusion sanguine, on doit respecter obligatoirement la règle suivante. En aucun cas, les agglutinogènes du donneur ne doivent rencontrer les agglutinines correspondantes dans le sang du receveur. Pour ce qui est de la cinquième question, l'auteur nous demande de déduire une définition du soi afin de préciser comment l'organisme est en mesure de reconnaître le soi dans le cas des groupes sanguins. Commençons tout d'abord par le premier volet de la question. Et si l'on opère à partir d'un individu ayant pour groupe sanguin AB, normalement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait au niveau de ces hématies les deux facteurs globulaires évoqués précédemment, à savoir l'agglutinogène A et l'agglutinogène B, et en aucun cas on retrouve dans le sérum l'agglutinine anti-A et l'agglutinine anti-B. Et en fait, la présence de ces agglutinines s'avère vérifiée. On va assister à une réactivité vis-à-vis le soi. Donc les agglutinines vont
s'associer aux agglutinogènes et c'est ce qui va être à l'origine de l'agglutination et toutes les conséquences néfastes de cette dernière. Donc le SOA pourrait être défini comme suit en fait, c'est l'absence de réactivité vis-à-vis nos propres constituants dans les agglutinogènes dans le cadre du système ABO. Pour ce qui est de la deuxième composante de la question, l'auteur nous demande de reconnaître la manière selon laquelle notre organisme est en mesure de reconnaître le soi, et ce dans le cadre du système ABO. En effet, lors d'une transfusion sanguine, mobilisant un receveur de groupe sanguin A et un donneur de groupe sanguin AB, on va assister à une mobilisation des agglutinines anti-B pour le receveur et les facteurs globulaires agglutinogène A et agglutinogène B du donneur. Il s'ensuit une agglutination. Passons maintenant à l'illustration que voici. Vous remarquez ici que, mis à part les phénotypes des groupes sanguins évoqués précédemment, il existe des signes plus et des signes moins, dont nous ignorons la signification. En effet, aux agglutinogènes que nous connaissons, l'agglutinogène B et l'agglutinogène A, s'ajoutent à la surface des hématies des facteurs, d'autres facteurs globulaires. On parle ici de l'antigène rhésus, facteur rhésus. Et en fait, tout individu possédant ce facteur est dit rhésus plus, alors que ceux qui n'en possèdent pas sont dits rhésus moins. Mettant ainsi en évidence l'autre marqueur évoqué précédemment, l'autre marqueur des hématies. On parle ici du groupe D ou système rhésus. Notons que les agglutinines anti-A et anti-B existent naturellement dans le sérum d'un sujet de groupe sanguin O. Fait intéressant, les agglutinines anti-D ou bien anti-rhésus plus n'apparaissent que lorsque l'individu est entré au contact avec l'antigène rhésus. En effet, lorsqu'un sujet de groupe sanguin O négatif reçoit des facteurs globulaires, le rhésus plus, son organisme va produire des anticorps anti-D ou bien anti-rhésus plus. Ainsi, lors des transfusions sanguines, on évite que le receveur rhésus moins soit transfusé avec du sang d'un donneur rhésus plus. Passons maintenant au schéma de compatibilité dans le système rhésus. En effet, un individu rhésus moins peut donner son sang à un receveur rhésus moins. De même, un donneur rhésus moins peut donner son sang à un sujet rhésus plus. Cependant, chez les sujets rhésus plus, ils ne peuvent donner leur sang qu'au sujet rhésus plus. De cette explication découle le schéma suivant. Toujours dans le cadre de l'étude du système rhésus, et lors d'un accouchement, le lien vasculaire entre la mère et son fœtus se trouve rompu. Ainsi, le sang du fœtus, qui est dans ce cas-là rhésus plus, étant donné son père rhésus plus, entrera au contact avec le sang de la maman rhésus moins. Un tel aspect mime une transfusion sanguine, cependant une transfusion caractérisée par une incompatibilité à l'encontre de tout ce qui a été évoqué précédemment. Donc nous sommes ici en présence d'une incompatibilité, d'une transfusion plutôt incompatible, et c'est ce qui fait émerger la question suivante. Qu'en est-il de la conséquence de l'incompatibilité rhésus entre la mère et son fœtus? Pour apporter des éléments
de réponse à cette question, je vous convie à consulter votre manuel scolaire à la page 272 tout en se focalisant sur le document 5 dont l'intitulé est le suivant: Conséquences de l'incompatibilité rhésus entre la mère et son fœtus. En effet, l'intrusion des hématies dans le sang de la maman lors de l'accouchement va solliciter son système immunitaire en mobilisant une population lymphocytaire, les lymphocytes B, capables de produire des anticorps anti-D dont la configuration va être complémentaire à celle du facteur rhésus, du fœtus. Ainsi, et à l'issue de la première grossesse, on retrouve dans le sang de la maman des anticorps anti-D circulant. Mais qu'en est-il de leur impact lors de la survenue d'une deuxième grossesse? En effet, les anticorps anti-D circulants vont agglutiner les hématies du fœtus suite à une traversée à travers le placenta. Il s'ensuit une agglutination de la part des anticorps anti-D, une lyse des hématies fœtales, et c'est ce qui correspond au choc hémolytique. En effet, lors de la deuxième grossesse, on assiste à la survenue d'une maladie hémolytique du nouveau-né dont la manifestation est la suivante. Passons maintenant à la deuxième situation qui a été évoquée lors de l'introduction du chapitre. Et passons en revue les deux devenirs possibles de la greffe. En effet, l'acceptation de greffons est une preuve d'une compatibilité tissulaire, baptisée encore histocompatibilité. Mais pour ce qui est du rejet du greffon, on parle d'une incompatibilité tissulaire attestant d'une histo-incompatibilité. Intéressons-nous à la greffe réussie. En effet, la greffe réussie nous amène à se poser la question: qu'est-ce qui conditionne cette réussite? Et toute greffe réussie est une preuve d'une histocompatibilité, et c'est ce qui fait émerger la question suivante: à quoi est due l'histocompatibilité? Répondons maintenant. Essayons plutôt de répondre à la première question. Pour ce faire, prenons le manuel scolaire aux pages 272 et 273 et on va essayer de décortiquer ensemble le document 6 dont l'intitulé est le suivant: Survie du greffon en fonction des liens de parenté. Donc vous avez ici le document qui s'intéresse au niveau de l'axe des Y au pourcentage de survie du greffon, que l'on peut appeler aussi le taux de réussite de la greffe. D'une part, on a ce paramètre et d'autre part, on a un code de couleur en rapport avec le lien de parenté entre le donneur et le receveur. Commençons par consulter la consigne. Par la suite, on va essayer d'apporter des éléments de réponse au fur et à mesure que l'on avance. Donc, l'auteur nous demande qu'à partir de l'analyse de ces données, il nous demande de proposer une hypothèse expliquant l'origine de l'histocompatibilité. Commençons dans un premier temps par expliquer la courbe où l'on a, la courbe rouge, où l'on a donneur et receveur faisant partie de la même fratrie. Vous remarquez ici que le taux est estimé à 100%. Donc, ce que l'on peut dégager de cette valeur, si l'on établit un lien entre la valeur du taux de réussite et le lien de parenté, on parle ici d'une fratrie, il en découle le contenu scientifique suivant. Toutes les greffes impliquant donneur et receveur de la même fratrie réussissent. Qu'en est-il de ce taux pour la courbe bleue? En effet, pour la courbe bleue, donneur et receveur sont les parents, dont le lien de parenté est faible comparé à celui des individus de la même fratrie. Vous remarquez ici que le taux passe de 100 à 75%.
Donc vous remarquez ici que le lien de parenté devient faible et le contenu scientifique en rapport avec cette courbe est le suivant. Ayant un lien de parenté moindre comparé au sujet de la même fratrie, le taux de réussite de la greffe chez les parents passe de 100 à 75%. Qu'en est-il de la troisième courbe regroupant des individus pour laquelle plutôt les individus participant à la greffe n'ont aucun lien de parenté? Vous remarquez ici que le taux passe de 100 à 10%, soit le 1/10 de ce qui a été observé chez les individus de la même fratrie, et il en découle le contenu scientifique suivant. En effet, en l'absence de tout lien de parenté, le taux de réussite de la greffe n'est que de 10%, ce qui correspond au 1/10 du taux de réussite d'une greffe au sein de la même fratrie. Si l'on combine toutes les données issues de cette analyse, il est possible de confirmer l'existence d'une relation de causalité entre le taux de réussite qui décroît au fur et à mesure que le lien de parenté s'estompe en passant de la fratrie des parents à des individus non apparentés. Et en fait, cette récapitulation justifie l'intitulé de l'activité 3 qui n'est autre que la relation entre l'histocompatibilité et le degré de parenté. Que nous demande l'auteur? Mis à part cette analyse, il nous demande de proposer une hypothèse concernant l'origine de l'histocompatibilité. En effet, il suffit d'établir un lien entre le taux de réussite, le lien de parenté, et qui dit lien de parenté dit forcément la génétique. Donc, il en découle l'hypothèse suivante qui reste à vérifier. L'histocompatibilité pourrait s'expliquer par l'existence de marqueurs tissulaires étroitement liés au degré de lien de parenté et sans par conséquent à déterminisme génétique, capable de tolérer le soi et de rejeter le non-soi. Afin de vérifier la validité de l'hypothèse émise précédemment, on se propose d'étudier l'activité 4 dont l'intitulé est le suivant: analyse d'expérience de greffe. Et en effet, cette activité regroupe deux documents. Le premier s'intéresse à plusieurs modalités de greffe, dont nous citons à plusieurs modalités de greffe, ainsi qu'au suivi du devenir du greffant. Dans ce qui suit, on va s'intéresser aux autogreffes mobilisant donneurs et receveurs du même sujet, mais aussi aux isogreffes et à l'homogreffe mobilisant donneurs et receveurs de la même race. Pour ce qui est de la troisième modalité de greffe, on parle d'allogreffe qui va se faire en deux temps. Et en fait, on va s'apercevoir dans ce qui suit qu'il existe une différence entre la première allogreffe, mobilisant donneurs et receveurs, des individus différents mais appartenant à la même espèce. Que nous demande l'auteur? Il nous demande d'analyser ces résultats dans le but de montrer que le système immunitaire est en mesure de distinguer le soi du non-soi. Intéressons-nous à l'autogreffe ainsi qu'à l'isogreffe, dont le résultat est une acceptation du greffant. Et c'est ce qui nous amène à suivre son devenir. En effet, d'après le tableau, d'après un extrait du tableau correspondant au document 8, nous constatons qu'au niveau du que dès le premier jour, le greffant est pâle. Mais au fur et à mesure que l'on avance dans la chronologie, nous assistons à une vascularisation et c'est ce qui va permettre en fait une confusion du greffant au tissu environnant du receveur. Pour ce qui est des allogreffes, pour ce qui est de l'allogreffe, en fait, elle s'est faite en deux temps. Une première allogreffe, à l'issue de laquelle le rejet a eu lieu
le 12e jour, alors que pour la deuxième greffe, la deuxième allogreffe, on assiste à un rejet survenant le 4e jour. Si l'on compare le rejet de la deuxième allogreffe au premier, nous assistons à une précocité qui fera l'objet d'une explication, et ce, ultérieurement. Si l'on s'intéresse à l'évolution du greffon pour la première allogreffe, nous remarquons que le greffon devient brunâtre le 5e jour, alors que pour la deuxième allogreffe, le greffon devient brunâtre le 2e jour, venant ainsi confirmer la précocité évoquée tout à l'heure. Mais que nous demande l'auteur? En effet, il nous demande de révéler les propriétés ou bien de dégager la propriété de la réponse immunitaire spécifique qui se trouve mise en évidence par ces expériences. En effet, la précocité du rejet lors de la deuxième allogreffe, comparée à celle de la première, prouve que le système immunitaire est doté d'une mémoire dite immunologique. Intéressons-nous maintenant à la xénogreffe, pour laquelle le rejet de greffe est inéluctable. Et ce, du fait du faible lien de parenté entre les individus ayant participé à cette greffe. Ce que l'on peut dégager des documents 7 et 8, c'est qu'il existe une relation de causalité entre le taux de réussite de la greffe, qui décroît au fur et à mesure que le lien de parenté s'affaiblit, en allant de l'autogreffe jusqu'à la xénogreffe. En restant sur l'activité 4, nous allons nous intéresser à la troisième consigne qui nous demande de préciser la notion d'antigène. Pour ce faire, intéressons-nous à la situation où l'on a un rejet de greffe. En effet, ce dernier prouve que le receveur, par le biais de son système immunitaire, a reconnu le greffon comme un corps étranger, un non-soi dit encore antigène, et que la propriété qui se trouve mise en évidence dans ce cas-là est l'antigénicité. Essayons maintenant de dégager une deuxième propriété de l'antigène. Pour y parvenir, revenons sur l'évolution du greffon pour la première allogreffe. En effet, vous remarquez dans le tableau l'apparition d'expressions ou bien de manifestations relatives à la réaction inflammatoire, à savoir œdème et rougeur. Et c'est ce qui nous permet de dire ou bien d'affirmer le propos suivant. Étant capable de déclencher une réponse immunitaire, la propriété de l'antigène qui se trouve mise en évidence est sans immunogénicité. Antigénicité et immunogénicité, en fait, sont deux propriétés facilitées par un antigène, au niveau duquel on retrouve plusieurs séquences glucidiques et protidiques, regroupées sous l'appellation de déterminant antigénique ou épitope. Passons maintenant à la deuxième question qui a été soulevée tout à l'heure, en réponse avec les facteurs ou la raison pour laquelle on assiste à une histocompatibilité, ou bien qu'est-ce qui explique l'histocompatibilité. Mais avant d'y répondre, parlons histoire. En effet, vers la moitié du XXe siècle, l'immunologue français Jean Dossé, ayant opéré à partir de leucocytes humains, était en mesure de mettre en évidence des marqueurs tissulaires appelés ou bien regroupés sous l'appellation de HLA, dont l'acronyme est le suivant, Human Leukocyte Antigen. Et c'est ce qui lui a valu le prix Nobel vers la fin du XXe siècle. En effet, l'immunologue Dossé s'est aperçu que toute cellule nucléée possède à sa surface les marqueurs tissulaires HLA,
Et ce propos s'applique aux neurones, aux hépatocytes, à la fibre musculaire, ainsi qu'aux entérocytes. Fait intéressant, vous remarquez ici l'apparition d'un code de couleur concernant les molécules HLA. Et c'est ce qui fait émerger la question suivante: quelle explication se trouve derrière ce code de couleur? En effet, ce code de couleur est évocateur d'une diversité pour laquelle nous distinguons deux classes, les molécules HLA de classe 1 et les molécules HLA de classe 2. Dans le déterminisme génétique est le suivant. En effet, ces marqueurs tissulaires, étant donné leur nature protidique, sont codés par un ensemble de gènes ayant pour loci le bras court du chromosome 6. Et en fait, l'ensemble de ces gènes correspond à ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. On parle de CMH et on note 4 gènes, le A, le C, le B et le D. Rappelons que les molécules HLA sont des marqueurs tissulaires. En fait, ils sont en mesure d'interagir avec les cellules immunitaires afin de faciliter la reconnaissance du soi et le rejet du non-soi. Et c'est ce qui nous amène à étudier le mécanisme qui régit cette reconnaissance. Et c'est ce qui nous amène vers la diapositive suivante, dont l'intitulé est le suivant: mécanisme de la reconnaissance du soi et du non-soi. Partant d'une situation normale pour laquelle aucune mutation notable au niveau de l'ADN. Il s'ensuit toute la cascade d'expressions protéiques et au niveau du cytoplasme, les protéines sont sujettes à une dégradation par le biais d'enzymes, générant ce qu'on appelle des fragments peptidiques du soi. Ces derniers seront acheminés à la surface de la cellule tout en étant exposés à l'aide de molécules HLA. Et en fait, ce complexe correspond au soi immunologique où l'on a un peptide du soi exposé par la molécule HLA. Dans ce contexte et en présence de ce qu'on appelle un soi immunologique issu d'une cellule saine, le système immunitaire ne déclenche pas de réponse. On parle ici d'une tolérance vis-à-vis les constituants du soi. Mais qu'en est-il de la réaction de l'organisme, ou qu'en est-il du comportement du système immunitaire vis-à-vis des peptides qui ne font pas partie du soi? En effet, lorsque l'ADN est sujet à une mutation, il s'ensuit l'obtention de protéines tronquées qui, une fois dégradées et exposées par les molécules HLA à la surface, s'ensuit une stimulation du système immunitaire qui va reconnaître ce peptide antigénique comme étant un soi modifié, devenant un non-soi. Ce propos s'applique aussi dans un contexte où l'on a une infection virale. En effet, les protéines virales vont être acheminées, comme ça a été le cas tout à l'heure, par le biais de molécules HLA exposées à la surface. On parle ici d'un peptide exogène qui ne fait pas partie du soi, et ce complexe en fait sera intercepté par les cellules immunitaires. Dans le cas où l'on a une cellule cancéreuse ou bien une cellule infectée, on assiste à un déclenchement d'une réponse immunitaire qui est une preuve d'une reconnaissance d'un non-soi. Merci pour votre attention et à la prochaine.